Voilà, bonjour, je m'appelle François Gob. Je m'appelle Pierre Grinja, Tax Justice Network, Kairos Europe. Cette capsule qui est présentée ici sur les types d'impôts fait suite à une première capsule qui vous avait été proposée sur l'impôt lui-même. Alors, elle est présentée sur l'initiative de Kairos Europe Wallonie-Bruxelles, s'appuie sur un travail de militance, de recherche, effectué avec différents réseaux. En Belgique francophone, l'appel des 600, le réseau contre la spéculation financière qui est devenu le réseau pour la justice fiscale. Et au niveau international, avec Tax Justice Network basé à Londres et l'Alliance mondiale pour la justice fiscale, le GATCH. Voyons donc les principaux types d'impôts que l'on peut considérer. On peut parler de type d'impôt par rapport au travail. Et là, on a la taxation des revenus professionnels, que ce soit des indépendants ou des salariés. Mais on a aussi un impôt par rapport à l'échange de marchandises ou de services. C'est l'impôt assez connu qui est la TVA, par exemple, donc l'impôt sur la consommation ou sur l'échange de biens. Mais on peut aussi avoir les fameuses taxes douanières, c'est-à-dire à l'entrée et la sortie d'un bien hors d'un pays. Un troisième type d'impôt, c'est l'impôt sur les entreprises. Et là, on taxe les bénéfices des sociétés. En Belgique, ça s'appelle l'ISOC. Et donc, il y a un taux de départ, le taux nominal, dit-on, mais on l'a sorti souvent de réduction ou d'incitant. On peut aussi évidemment taxer les minerais extraits, et ça s'appelle alors les royalties. Un quatrième type d'impôt, c'est le capital mobilier ou immobilier, sur le capital mobilier ou immobilier. Et là, on a la taxation des revenus, les dividendes, les loyers. Il y a les taxations à l'achat et à la vente des biens, c'est-à-dire la taxation sur les plus-values. On peut avoir une taxation sur les transactions financières et aussi une taxe à l'introduction en bourse, dite taxe boursière. Enfin, on peut aussi parler d'une taxe de transmission des patrimoines après décès, et ça s'appelle alors les droits de succession. En Belgique, par exemple, à ces impôts s'ajoutent des cotisations sociales des patrons, des travailleurs, qui financent une grande partie de la sécurité sociale et donnent droit à des prestations sociales. Assurance maladie, chômage, pension, etc. Le déficit éventuel de la sécurité sociale est comblé chaque année par le budget de l'État et donc par l'impôt. Signalons enfin que les impôts sont prélevés par l'État et son administration fiscale, versés de là à l'État central pour son budget et aux régions suivant les règles déterminées par les accords fédéraux et les pouvoirs locaux, notamment suivant les additionnels variables, suivant chaque commune, par exemple, pour les propriétaires d'habitation. Mais l'impôt, nous l'avons déjà dit la fois dernière, est-ce que c'est tellement facile à payer et qui l'impose? Et là donc l'histoire nous rappelle un peu brutalement que durant de nombreux siècles, là où régnaient les seigneurs, les paysans étaient forcés de travailler pour le seigneur et pouvaient conserver seulement une petite portion des fruits de leur travail pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille. On appelle cela le servage. Avec les monnaies, les taxes royales ou les taxes d'empire, quand le système a commencé à s'étendre sur de vastes territoires,
pour financer toutes sortes de besoins du prince, les guerres ou ses caprices. En l'absence de monnaie, il y avait aussi le troc, et cela existe toujours, mais aussi les corvées. Il y a donc place pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie informelle, propice à la fraude et aux flux financiers illicites. Les systèmes de mafia et de corruption actuels font partie de ces systèmes d'extorsion de bénéfices d'un travail accompli au profit de quelques-uns. En France, l'endettement de la monarchie et l'augmentation des taxes mènent à un soulèvement des citoyens. C'est la révolution de 1789. C'est la fin des privilèges et des exemptions fiscales, notamment celle de la noblesse et du clergé. On proclame alors, par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, un principe de progressivité de l'impôt à l'intérieur du contrat social définissant les droits et les devoirs pour tout citoyen. Ce sont les bases de la justice fiscale. Revenons alors sur cet article 13, car c'est lui qui fonde une sorte de légitimité de l'impôt liée à la justice fiscale et à la citoyenneté. Lisons-le ensemble. Pour l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Retenons 3 éléments de cet article 13. On utilise le mot contribution, c'est-à-dire un apport de chacun à l'intérêt général. On demande une proportionnalité de l'effort, c'est-à-dire un appel aux capacités contributives. Ceux qui sont les plus riches doivent contribuer davantage. Cela correspond à la solidarité. Et troisièmement, on inclut un contexte politique. L'enjeu devient alors très grand. Il s'agit de fonder une nouvelle citoyenneté, le contrat social. La fiscalité est donc associée désormais aux droits de l'homme et non plus aux caprices du prince, donc à l'arbitraire. C'est donc un fondement de la démocratie. Mais depuis 1980, avec l'instauration d'un système économique néolibéral mondialisé, avec Reagan et Thatcher, on assiste à une non-progressivité croissante des différents types d'impôts. Et d'abord, une augmentation générale de la TVA. La TVA qui est donc presque invisible et facile pour l'État à percevoir, mais injuste socialement. C'est le même tarif pour tous, que l'on soit riche ou pauvre. L'impôt sur le travail est rendu également moins progressif. Par exemple, avec la suppression de diverses tranches supérieures sur les hauts revenus. Aux USA, à la fin de la guerre 40-45, la taxe sur les revenus supérieurs est allée jusqu'à un taux de 90% des plus hauts revenus. En Belgique, le taux de taxation de la tranche supérieure des revenus est à l'heure actuelle de moins de 50% aujourd'hui. L'impôt sur les sociétés est en baisse. Il est en baisse constante pour son taux de départ, taux nominal, c'est-à-dire sans tenir compte des nombreuses déductions ou cadeaux fiscaux qui se sont également multipliés en parallèle, quand ce n'est pas un impôt zéro ou très faible. Taxation du capital et des patrimoines. Très faible par rapport au travail. Financiarisation. Il n'y a pas de taxe sur les transactions financières et un recul
des impositions sur la fortune. La flat tax, un seul impôt sur tout et pour tout, est évidemment profondément injuste. Et pourtant, des pays en Europe de l'Est, par exemple, la pratiquent. Seule une taxation de l'ensemble, qu'on appelle globalisation, des revenus et du patrimoine détenus assortis de taux progressifs reste juste. En Belgique, ce n'est pas possible parce que les revenus du patrimoine et le patrimoine sont inconnus, sauf si on levait vraiment le secret bancaire fiscal. En résumé, voici un tableau qui reprend les diverses contributions. On y voit clairement que les cotisations sociales plus l'impôt sur le travail et l'immobilier représentent près de 75% additionnés à la consommation. Par contre, les impôts sur les sociétés et les impôts sur revenus du capital représentent en gros une douzaine de pourcents. La fiscalité actuelle favorise donc les revenus du capital et les hauts revenus. L'essentiel des recettes provient du travail et de la fiscalité indirecte qui pèse sur les consommateurs, travailleurs, contre 13% pour l'ISOC et 3% pour les précomptes mobiliers. Conclusion, le travail et la consommation des citoyens sont taxés beaucoup plus que le capital. C'est donc monsieur et madame tout le monde qui payent les impôts. Les privilèges subsistent et s'accroissent avec en parallèle la concentration du capital et des inégalités. Le tableau que vous montre encore un exemple tiré de la situation en Belgique. Si on regarde l'ensemble des paiements des impôts par les contribuables, on peut les regarder comme cette tarte au pourcentage payé par le citoyen moyen via le travail et sa consommation. L'autre cas, c'est ce que payent les détenteurs de capitaux. Comment et pourquoi cela est-il possible? Eh bien, ce sera le thème de la troisième capsule consacrée à la fraude et à l'évasion fiscale. Ou comment les détenteurs de capitaux peuvent échapper à l'impôt dans un système mondialisé, où l'on assiste d'une part à la croissance des dividendes financiers et à une redistribution inversée entre travailleurs et actionnaires depuis les années 70. Nous défendons donc, avec de nombreux réseaux et syndicats, la fin de l'opacité financière, c'est-à-dire la transparence, des taux d'imposition minima, en dessous desquels on peut descendre, et la progressivité de la contribution, suivant le niveau de revenus et de patrimoine disponible, pris globalement. Nous ne demandons pas plus d'impôts, mais nous voulons des impôts autrement répartis. Vous trouverez aussi toute une documentation, ainsi que le texte de cette intervention, sur le site de Kairos Europe Wallonie-Bruxelles, kairoswb.com.